عطيني زوج منا، زيد لي 3 تاع الشوكولا هذيك. بس حبس بزاف، مازال ما طلعت لنا الديبي. لا مازال. واش راك تسنى؟ يكون خاطرك. حبيت نطلع في الديبي. زيد. هاد الزيادة ماشي خسارة. العرض مازال متواصل خلال الأسبوع الثالث من رمضان. طلع الديبي ديالك وربح حتى 14 يوم بونيس انترنت وتخفيضات تصل حتى 75% على مدام الألياف البصرية ويفي 6. واش راكم تستناو؟ يخص هذا العرض مشتركي إيدو ميكس دي اس ال وإيدو فيبر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 22h en direct sur Al24 News et ce à travers un nouveau numéro de votre talk show Ramadan Prime. J'espère que vous allez bien et aussi j'espère que vous allez passer d'excellents moments en notre compagnie. صحة صيامكم صحة فطوركم ربي يتقبل إن شاء الله من الجميع. J'ai le plaisir d'être accompagnée comme tous les mercredis et jeudis de Nariman Zahor Saadouni. Bonsoir Nariman. صحة فطورك. Bonsoir Fatima Charès, Sahaftorek, Sahaftorkom, Sahaftor les téléspectateurs et bonne fête aussi. Exactement, bonne fête à tous les Algériens. Nous célébrons notre fête de la victoire. Merci beaucoup Nariman. Imen Merad, bonsoir, Sahaftorek aussi. Bonsoir Fatima, Sahaftorek et Sahaftor à tous nos téléspectateurs d'Al24 News. Merci beaucoup d'être parmi nous. Zaki Mihoubi, bonsoir, Sahaftorek. Bonsoir Fatima Charef, Sahaftorek, Sahaftor nos amis chroniqueurs, nos amis téléspectateurs et encore une fois Inch'Allah, de victoire en victoire. Inch'Allah, merci beaucoup et bonne fête aussi. Zaki Samar Hamadi, bonsoir. Sahaftorek Samar. Bonsoir Fatima, Sahaftorek, Sahaftor tous nos téléspectateurs et comme à chaque fois, je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Merci beaucoup Samar d'être parmi nous ce soir. Abdelmalik Belhaouched, bonsoir. Sahaftorek aussi. Sahaftorek Fatima Charef, bonsoir et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs à Al24 News. Merci beaucoup d'être parmi nous Abdelmalik. Mesdames et messieurs, au menu ce soir de notre programme, les Algériens célèbrent ce mercredi la fête de la victoire, le 63e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962, une journée mémorable, amorçant une nouvelle ère pour un peuple déterminé à rester libre après avoir consenti d'immenses sacrifices pour imposer sa volonté. On y revient dans quelques instants dans l'essentiel. L'Algérie continue de faire face à des défis économiques majeurs. Quels sont justement ces challenges économiques qui vont impacter l'Algérie cette année? Nariman Zekar a couvert pour vous un événement organisé sur Ramadan pour la deuxième fois consécutive. Elle revient sur les détails dans quelques minutes. Vous suivrez également ce soir la chronique de Imen Merad, un phénomène complexe et multiforme et il s'agit de l'influence des médias sociaux sur les guerres. Et on ira ensemble ce soir, mesdames et messieurs, dans Close Up, voir la belle ambiance qui règne dans le quartier mythique de la Casbah d'Alger en ces temps du mois béni de Ramadan. La Casbah d'Alger, comme vous le savez, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous partirons ensemble également au Yémen pour visiter la grande mosquée de Sanaa, connue sous le nom de Al-Jami' Al-Kabir. C'est l'une des plus anciennes et importantes mosquées du monde islamique. Et on aura ce soir une grande place pour la musique dans notre émission entre le shabi, la musique andalouse ou encore les sonorités africaines. Vous en aurez plein les oreilles ce soir, mesdames et messieurs. Ne bougez surtout pas et on aura des invités de marque. La grande artiste Behjar Hal, les deux jeunes, brillants et talentueux artistes Abdou Ksouri, leader du groupe Jmaoui Africa, et Karim Bourras. Alors c'est le menu qui vous attend pour ce soir à travers ce nouveau numéro de votre talk show Ramadan Prime sur Al24 News. On commence tout de suite avec l'essentiel. Et
comme je vous le disais il y a quelques instants, mesdames et messieurs, les Algériens célèbrent ce mercredi la fête de la victoire, le 63e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962. Cette journée marque un événement historique majeur pour l'Algérie, symbolisant la réalisation de l'aspiration du peuple algérien à l'autodétermination et à la souveraineté. Elle est célébrée à travers tout le pays par des défilés, des discours, des cérémonies et diverses activités, en hommage bien entendu à ceux qui ont donné la vie pour l'Algérie, aux martyrs de la Révolution, en reconnaissance de leur sacrifice pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie. On revient tout de suite sur les significations historiques de cette date mémorable avec Asma Al-Aïd. L'Algérie célèbre fièrement la fête de la victoire marquant le 63e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962, une journée mémorable qui a amorcé une nouvelle ère pour un peuple déterminé à rester libre après avoir consenti d'immenses sacrifices pour imposer sa volonté. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à cette date historique après la signature le 18 mars 1962 des accords d'Évian entre les représentants du gouvernement provisoire de la République algérienne et ceux du gouvernement français. Le 11 décembre 1960, les manifestations populaires en Algérie ont pressé l'Assemblée générale des Nations unies d'inscrire la question algérienne à son ordre du jour, contraignant la partie française, sous la pression internationale, à revenir à la table des négociations après avoir perdu la bataille des armes. Les pourparlers officiels se sont poursuivis une année durant jusqu'à la proclamation du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a pris effet le 19 mars 1962, suivi de la tenue d'un référendum d'autodétermination le 1er juillet, lors duquel les Algériens votent massivement en faveur de l'indépendance qui fut proclamée le 5 juillet 1962. Dans un message adressé à l'occasion de la célébration de la fête de la victoire, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rappelé que l'occasion que nous célébrons avec fierté et fidélité est le fruit du sang pur qui a irrigué notre terre bénie et des incommensurables sacrifices consentis par le peuple algérien avec bravoure, foi et patience afin de vivre libre et digne sur ces terres. Cette halte historique importante était annonciatrice d'une nouvelle ère, celle de l'autodétermination d'un peuple qui a réussi à imposer sa volonté et accéder à son indépendance en payant un lourd tribut face à un occupant qui se croyait invincible. La révolution algérienne est un exemple à suivre dont s'inspirent tous les peuples qui vivent toujours sous le joug du colonialisme. Le sacrifice, la résistance et la détermination ont été le mot d'ordre de ce combat qui a forcé l'admiration du monde entier et qui a arraché l'indépendance d'un grand pays qui est l'Algérie. Une célébration d'autant plus importante qu'elle intervient cette année dans un contexte d'escalade lancée par l'extrême droite française, revancharde et nostalgique à l'encontre de l'Algérie comme un symbole de l'ampleur des sacrifices consentis par les valeureux martyrs de l'Algérie. La fête de la victoire le 19 mars, c'est une date symbolique et importante, Nariman Zorzadoni. Très importante. D'abord, je voudrais féliciter Esma pour ce reportage. Oui. C'est un travail de mémoire qu'elle nous a fait. Elle nous a encore baigné dans ces souvenirs qui sont encore intacts dans la mémoire de nos parents, de nos aînés. Le 19 mars vient à la suite du 18 mars, la signature des accords d'Évian. Ces accords quelque peu insignifiants de nos jours, puisque nous faisons face à un régime qui est, je parle du régime de l'ex-colonisateur ou envahisseur génocidaire, un régime qui se veut pervers narcissique quelque part, vis-à-vis de l'Algérie, et qui ne reconnaît pas jusqu'à aujourd'hui que l'Algérie est souveraine, l'Algérie est indépendante et l'Algérie est libre. C'est une république démocratique et populaire. Merci beaucoup, Nariman. Zeki Mehoubi. J'ai aimé le terme pervers narcissique. Moi, je rajouterais peut-être blessé dans son ego, qui reproduit en fait les mêmes effets, les mêmes réflexes,
La chute était vraiment magnifique et était bien choisie, vraiment, elle était dans le mille de la part de Asma El-Aïd, qui parle de l'histoire qui se répète en fait. On voit maintenant que cette victoire algérienne, purement algérienne, qu'on doit uniquement au sacrifice des martyrs, en fait c'est une plaie. C'est une vraie plaie qui reste toujours là, elle est vivante, elle n'a pas été... En fait, s'il n'y a pas eu de reconnaissance des crimes, c'est qu'on en souffre nous-mêmes du côté de l'autre côté de la Méditerranée, et puis on s'en fout, nous, de victoire en victoire. Inch'Allah ya Rabbi. Abdelmalek Belhaouchet, on peut revenir avec vous ce soir sur les significations historiques de cette date mémorable. Alors, tout d'abord, le 19 mars 62, c'est une consécration, c'est la consécration de la lutte du peuple algérien qui n'a pas commencé, bien évidemment, le 1er novembre, mais dès lors où l'armée française a posé son pied sur les territoires de l'Algérie. Donc, le 19 mars, c'est aussi la fin d'un cycle, le cycle des colonies pour la France. Ce n'était pas que l'Algérie, c'était l'Indochine aussi, les colonies africaines. Donc c'est pour ça qu'on remarque que cette date est contestée par une partie de la France, l'extrême droite, nostalgique des colonies, et qui aujourd'hui voudrait bien voir l'Algérie française. On les appelle les nostalgiques de l'Algérie française. Alors c'est bien de fêter ce jour, et c'est bien de fêter ce jour en Algérie et partout dans le monde. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas que l'Algérie, c'est une victoire pour toutes les colonies qui ont eu leur indépendance. C'est ça le 19 mars, voilà. Samar Hamadi, tfadli. Exactement, comme il a dit, l'Algérie a inspiré tellement de pays, et l'Algérie maintenant est un symbole d'un monde nouveau. Ce qu'il faut dire, parce que Asma El-Aïd a parlé des significations historiques, ce qu'il faut souligner, c'est que l'Algérie n'a pas seulement gagné son indépendance, l'Algérie a redéfini le rapport de force mondiale. L'Algérie a montré qu'aucune puissance, aussi grande soit-elle, ne peut écraser la volonté d'un peuple déterminant. Ce qu'il faut retenir, ou ce qui rend cette victoire justement unique, c'est qu'elle a été arrachée sur tous les fronts. On a sur le terrain, avec une guerre qui a tenu tête à l'une des armées les plus puissantes, si on parle du XXe siècle, sur le plan politique aussi, et on a aussi sur le plan diplomatique, où l'Algérie a justement imposé sa cause sur la scène internationale, inspirant, comme une autre fois, comme mon collègue l'a dit, elle a inspiré des nations entières. Tout simplement. Très bien, merci beaucoup Samar Hamadi. Encore une fois, bonne fête les amis, bonne fête à tous les Algériens. Wal Majd, Wal Khouloud, les Shuhada'ina al-Abrar. Iman Merad, vous voudriez intervenir sur le sujet ? Oui, c'est une fête en fait, qu'on doit fêter chaque année. C'est une date historique pour nous, les Algériens. Et ce qu'il faudrait quand même souligner, c'est que nos enfants devraient justement apprendre l'histoire de leur pays et être fiers justement de cette journée qui représente une journée de la victoire. Très bien, merci beaucoup Iman Merad. Et nous allons tout de suite, mesdames et messieurs, vous proposer un autre sujet dans la rubrique L'essentiel. On va revenir sur une rencontre économique qui a rassemblé plus de 300 personnes du secteur public et du secteur privé lors de ce mois béni de Ramadan. L'objectif était d'évoquer les opportunités, les challenges économiques pour l'année 2025. Les débats ont porté autour des enjeux technologiques tels que l'intelligence artificielle, mais aussi des évolutions industrielles et économiques à travers le monde. Cette soirée a permis aux opérateurs présents d'échanger, c'est ce que vous êtes en train de voir d'ailleurs en image, ça a permis aux opérateurs présents d'échanger, de débattre, de réaliser leur vision stratégique. Le capital humain a également été évoqué, qui reste l'un des grands enjeux pour les entreprises pour 2025, un vecteur de croissance. Nous avons également assisté lors de cette rencontre au sujet du dynamisme du marché boursier algérien, ainsi que les leviers pour financer ces investissements pour cette nouvelle année. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable de la sphère économique nationale. Cet événement est organisé par professeur Nazim Sini, que je vous propose d'écouter tout de suite. Il sera suivi du consultant Jalal Bouabdallah, et tous les deux intervenaient au micro de Nariman Zekar.
Alors aujourd'hui, on a voulu organiser cet événement pour réunir justement le secteur public et le secteur privé à travers nos entreprises qui font la fierté de l'Algérie, dans le but justement de parler des opportunités et des défis qui vont arriver, qui vont impacter justement l'économie algérienne pour cette année 2025. Et l'objectif, c'était surtout de présenter les possibilités qui s'offrent aux entreprises, notamment en matière d'export. On voulait aussi évoquer les bouleversements internationaux, notamment avec les bouleversements géopolitiques, les bouleversements technologiques, mais aussi industriels, qui vont forcément toucher notre pays, puisque l'Algérie ne vit pas en autarcie, elle est connectée au reste du monde. Mais c'est aussi une opportunité de connaître voilà, quelles sont les zones au monde, les zones dans le monde où on peut exporter, où l'on peut investir, comment on peut attirer et réorienter les investissements directs étrangers vers l'Algérie, puisque nous avons des atouts et des avantages comparatifs assez intéressants. Et surtout, c'était pour moi sensibiliser les acteurs économiques à la veille stratégique. On est dans un monde qui est totalement mouvant. Vous le voyez, tous les 3 mois, tous les 2 mois, il y a un événement international qui impacte l'ordre établi, l'ordre mondial. Et c'était pour moi crucial de réunir ces acteurs économiques pour les sensibiliser, les alerter, mais aussi leur donner l'envie de faire de la veille stratégique et d'être attentifs à leur environnement. Aujourd'hui, on est à la soirée Ramadan économique qui a été organisée par M. Nazim Sini. C'est toujours un plaisir d'assister à ce genre de soirée parce que ça nous permet un petit peu de rester à jour et de voir un petit peu l'évolution des économies mondiales et aussi un petit peu d'avoir un état sur notre économie nationale, d'avoir des vrais chiffres et surtout de voir un petit peu comment on peut être résilient face à ces, disons, à ces changements qui soient politiques, économiques, technologiques aujourd'hui mondiaux. Donc l'Algérie n'est pas seule, l'Algérie elle fait partie d'un écosystème mondial. Donc on est obligé. Donc nous, ça nous permet, nous en tant qu'experts et spécialistes dans le domaine de la tech, au niveau et dans d'autres domaines, on est là aujourd'hui pour voir un petit peu, avoir ces insights et avoir ces informations et ces indicateurs clés qui nous permettent un petit peu d'être à jour et de faire face à, on va dire, aux différents changements que l'Algérie et le monde est en train de vivre. Alors on peut dire maintenant que ces soirées de Ramadan, soirées économiques pendant le mois béni de Ramadan, sont devenues le petit bébé de professeur Nazim Sini. Il y tient beaucoup d'ailleurs. On peut revenir avec vous, Abdelmalek, sur les défis économiques justement de l'Algérie. Exactement. Ce qui a été abordé lors de cette soirée. Oui, exactement, Fatima Charef. Tout d'abord, je tiens à saluer Nazim Sini, véritable lanceur de cette initiative qui accompagne l'Algérie dans son redéploiement sur la scène économique internationale. Il a bien fait d'évoquer justement les défis des entreprises algériennes, quand on sait que le premier défi peut-être c'est la concurrence à l'international. Après la nouvelle loi sur l'investissement, beaucoup d'entreprises étrangères se sont implantées en Algérie, ce qui a créé une concurrence pour les entreprises locales, qui est une chose bénéfique pour ces entreprises. Autre chose, c'est la diversification aussi de l'économie. L'Algérie cherche à sortir du modèle qui cherche à sortir justement des hydrocarbures, de la dépendance des hydrocarbures, et qui cherche à diversifier son économie. Donc ces entreprises ont cette responsabilité de lancer de nouveaux secteurs, de redynamiser, de relancer et rebooster des secteurs hors hydrocarbures. Autre chose, c'est l'exportation. L'Algérie veut véritablement relancer l'exportation. Et ces entreprises ont aussi cette tâche de valoriser le produit algérien, le Made in Algeria, et de l'exporter à l'international. Donc c'est une rencontre bénéfique qui regroupe des opérateurs économiques ambitieux et je dirais c'est tout le bénéfice sera pour l'économie algérienne. Très bien, merci beaucoup Abdelmalek Blaouchat. Et à présent, mesdames et messieurs, nous allons suivre la chronique de Imen Merad comme tous les mercredis et jeudis soirs dans votre talk show Ramadan Prime sur Al24 News. Alors ce soir, Imen Merad, vous revenez sur un phénomène complexe et multiforme, l'influence des médias sociaux sur les guerres. Oui, tout à fait. Alors, actualité oblige, suite au dernier rebondissement à Gaza, donc en plein mois de Ramadan, plus de 900 morts en 48 heures. Nous allons donc aborder ce soir les guerres actuelles qui s'étendent sur nos plateformes numériques. Donc, l'un des principaux avantages des médias sociaux, c'est leur capacité à diffuser rapidement l'information. En période de conflit, les réseaux sociaux deviennent des canaux essentiels pour diffuser l'information à un public
public mondial. Le blocus de l'information que mène l'entité sioniste en empêchant d'une part les journalistes l'accès au territoire, mais aussi en coupant de façon périodique l'accès à Internet, donc contribue à ce brouillard informationnel. Bon nombre de journalistes, près de 200 journalistes sont tombés en martyrs justement en assurant la couverture de ce génocide sioniste. D'autres ont été contraints de s'exiler afin de continuer d'informer, de documenter l'histoire et de porter la voix des Palestiniens au-delà des frontières. Nous savons que les réseaux sociaux ont permis aux citoyens du monde entier d'exprimer leurs opinions, de partager les dernières informations, d'afficher leur solidarité avec les peuples opprimés. C'est un fait. En fait, les peuples ont vraiment tranché à l'échelle mondiale. C'est des appels aux manifestations, des hashtags ont été lancés à l'instar de Free Palestine ou Gaza Under Attack ou encore All Eyes on Rafah. Donc c'est des hashtags qui ont été partagés par des millions de citoyens partout dans le monde. Les célébrités ne sont pas en reste à travers leurs réseaux sociaux, justement. Et on a beaucoup qui ont soutenu la cause palestinienne. Tout à justement. fait. Donc, à travers leurs réseaux sociaux, elles dénoncent ces atrocités sionistes commises à Gaza. Elles lancent des appels aux dons. Elles participent aux manifestations pro-Palestine. Et grâce à leur, justement, popularité, elles véhiculent un message de paix et font vivre la cause palestinienne au détriment de boycotts. Il y a beaucoup de stars qui ont été boycottées dans des films, dans des festivals, à cause justement de leur solidarité avec la cause palestinienne. De leur côté, vous avez, on remarque que ces médias sociaux permettent aux oppresseurs justement de manipuler, de censurer, de falsifier l'histoire. Il y a même des dirigeants qui en ont profité de ces nouvelles technologies pour faire leur propre campagne. Donc en ces temps atroces, le conflit s'intensifie sous un silence assourdissant des instances internationales. Les mots et les images circulent avec une force semblable sur le front numérique, démontrant une fois de plus l'interférence plus que complexe entre la technologie et les conflits modernes. Donc la bataille pour la vérité n'a jamais été aussi cruciale que celle pour le territoire. Merci beaucoup Iman Merad. Nariman? Oui, justement, je voulais revenir sur les différents algorithmes. Je prendrai TikTok par exemple. Et il y a des mots, des phrases, des termes, des symboles qui sont censurés, quitte à vous bloquer carrément le compte. Beaucoup de comptes ont été supprimés justement pour des personnes qui ont été solidaires ou qui relaient certaines vidéos ou certaines informations, parce que maintenant, on n'attend plus à ce que ça passe à la télévision, ça va à une vitesse éclair. Donc l'information circule rapidement et est censurée aussi rapidement. Donc si on est solidaire avec la cause palestinienne ou toute autre cause, tout peuple opprimé, le compte peut justement sauter et ça s'appelle de la censure. Samar? Justement, quand on parle de l'algorithme, donc moi j'aimerais poser une question, la question qui se pose vraiment, et c'est pas pour vous, Yvonne, j'aimerais bien avoir une réponse, mais c'est pour le monde carrément. Comment sortir de ça? Comment les gouvernements et les médias peuvent-ils collaborer justement pour limiter la désinformation sans tomber dans la censure dont on parle? Mais vous savez, justement, ces médias-là sont entre les mains des oppresseurs. Donc, il est difficile de gérer ça et ils sont pour le moment en position de force. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les peuples ont tranché. Ils ont pris position, même contre leurs propres dirigeants. Donc, vous avez beaucoup d'Américains qui sont contre cette politique. Vous avez beaucoup de Juifs qui sont contre cette politique. Donc, qui sont solidaires avec la cause palestinienne, qui sont contre ce génocide, contre cette épuration ethnique. Et donc, c'est difficile de contrecarrer ceux qui gèrent ces réseaux sociaux. Très bien. Oui, la guerre de 4e et 5e génération, c'est ça, c'est les médias. La désinformation est un réel problème. Tout à l'heure, on parlait de la France. La France utilise la désinformation en Afrique justement pour déstabiliser et pour s'ingérer dans les affaires des pays africains. Ce qui se passe par contre en Palestine, c'est toujours navrant de voir ces images.
un jour de Ramadan, j'imagine que c'est terrible. Et cette agression sioniste, c'est l'agression la plus médiatisée. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aussi pour documenter ce qui se passe en Palestine, pour garder une traçabilité, de l'archive, une trace sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Palestine. Donc il faut lutter contre la désinformation. Il faut voir réellement comment faire aujourd'hui pour ne plus dénigrer ceux qui sont en solidarité avec les Palestiniens dans le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème qui se pose. Quelqu'un qui est solidaire avec la Palestine n'est pas quelqu'un qui est persona non grata. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, il faut être plus que solidaire avec les Palestiniens. Donc c'est ça mon avis. Très bien. Et pour finir la chronique de Iman Merad sur un point positif, on peut dire que ces médias sociaux peuvent également être utilisés pour attirer l'attention sur les souffrances humaines causées par la guerre, pour mobiliser justement le soutien à l'aide humanitaire. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre sur L24 News. Le talk show Ramadan Prime continue juste après cette pause. On revient. Deuxième partie de Ramadan Prime sur Al24 News. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci beaucoup de nous prêter attention et d'être parmi nous tous les soirs à partir de 22h en direct. Alors, lors de cette deuxième partie, nous allons ouvrir tout de suite avec la rubrique Close Up. Et en ouvrant Close Up, cela nous permettra également de souhaiter la bienvenue à nos charmants invités qui se sont confortablement installés parmi nous, parmi les chroniqueurs de l'émission sur le plateau de votre émission Ramadan Prime. Nous accueillons la grande dame, la grande artiste Bahja Rahal. Bonsoir Bahja Rahal. Sahar Ramadan, Kouchallah Kul Am Wanti Bkhair. Merci, bonsoir Fatima, Sahar Ramadankoum, Sahar Siamkoum, ou Sahar Ramadan, bien sûr tous les invités, les chroniqueurs et chroniqueuses et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, Bahja Rahal. Nous avons également parmi nous ce soir le leader du groupe Jmaoui Africa, Abdou Ksouri. Bonsoir Abdou. Bonsoir Ça va? Fatima. Sahar Ramadank aussi. Sahar Ramadankoum, à toute l'équipe, à tous les téléspectateurs et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très très content d'être parmi vous ce soir. Marhaba bik Abdou. Et si je vous dis le Shabi, vous allez me dire également parmi les jeunes artistes Karim Bourras. Bonsoir Karim, merci beaucoup d'être parmi nous. Sahar Ramadank aussi. Merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, Close Up, mesdames et messieurs, je vous emmène tout de suite au Yémen pour visiter la grande mosquée de Sanaa, connue également sous le nom Al-Jami'a Al-Kabir. C'est l'une des plus anciennes et plus importantes mosquées du monde musulman. Elle a été construite pendant le règne du calife Abbasid al-Mansour, située dans la vieille ville de Sanaa, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, considérée comme l'une des plus belles mosquées, vous allez le voir tout de suite. Et c'est un important lieu de culte pour les musulmans yéménites et étrangers. Elle a malheureusement subi des dommages importants lors de la guerre civile au Yémen. Le reportage tout de suite de Maria Chouir. Chaque année, pendant le mois sacré du Ramadan, la grande mosquée de Sanaa accueille des milliers de Yéménites. Ce lieu emblématique devient un véritable centre spirituel, où les croyants viennent renforcer leur foi et accomplir leurs devoirs dans un esprit de communauté et de dévotion. Ici, les jeunes enfants apprennent le Coran et le savoir-être en société, tout en étant entourés de bonté. Ici, les jeunes enfants apprennent le Coran, ils apprennent l'orthographe et l'arithmétique. Ceux qui se portent volontaires à la mosquée rendent de bons services parce qu'ils aiment obéir à Dieu et lui plaire. Nous nous aimons tous ici. Quiconque entre dans la mosquée trouve sa place parmi nous. Il y a ici de la compassion, de la foi et de l'amour.
Dans les recoins de la mosquée, cet homme sage, les yeux pleins de bienveillance, guide les jeunes enfants dans l'art sacré de la récitation du Coran. Dans cette atmosphère de recueillement et d'apprentissage, les enfants ne se contentent pas de mémoriser des mots, mais intègrent les valeurs essentielles aussi. De leur côté, ces hommes âgés empreints de sagesse plongent dans la lecture du Coran. Les lettres d'une taille généreuse sont tracées avec soin, permettant à ces anciens de lire les versets avec aisance. La spiritualité dans la grande mosquée, ou ce qu'on appelle la mosquée de Sanaa, est une spiritualité unique. C'est comme si vous étiez dans la mosquée du prophète à Médine ou à la Mecque. La spiritualité y est la même et c'est pourquoi les gens viennent des villages, des villes et de partout à la grande mosquée. Le khoul, en plus de sa fonction esthétique, est aussi un symbole de pureté et de beauté dans la culture yéménite. À travers ce geste, les hommes cherchent à honorer une tradition, un lien avec leur héritage culturel et spirituel. C'est à la grande mosquée de Sanaa que se révèlent pleinement tous ces héritages et ces traditions, mettant en valeur la profondeur spirituelle du mois sacré. Alors, on a vu ensemble à travers ce reportage de Maria Chouir, la belle mosquée de Sanaa au Yémen. On peut revenir avec vous également, Samar Hamadi, sur les différentes traditions et coutumes du Yémen, oui, justement, notamment pendant le mois béni de Ramadan. Justement, on parlait de la mosquée de Sanaa, donc il y a quelques détails qu'on n'a pas donnés, donc, comme par exemple le fait que ce n'est pas seulement, ce n'est pas qu'un édifice, la mosquée ou la grande mosquée Sanaa, c'est un témoin du temps, une âme vivante au cœur de la vieille ville. Et justement, selon la tradition yéménite, elle est l'une des plus anciennes mosquées de l'islam. Ces murs, justement, comme on a vu, ces murs de pierre racontent vraiment des histoires, racontent plus de 1000 ans d'histoire, d'empire déchu, de culture entremêlée et de résilience d'un peuple attaché justement à ses racines. Très bien, merci beaucoup Samar Abdelmalek Belhaouchat. Situation politique au Yémen. Alors, la situation, le Yémen, il fait partie des pays arabes qui ne sont pas épargnés par le plan sioniste. Le plan sioniste, et avec la participation de quelques pays arabes, amis et alliés des sionistes. Ce qui se passe au Yémen, la déchirure au Yémen, la crise politique au Yémen, eh ben, écoutez, c'est encore difficile aussi d'analyser ce genre d'événements quand on sait que aujourd'hui il y a une véritable politique. Encore une fois, je le répète, parce que et aujourd'hui les jours nous le confirment. Il y a une réelle politique de détruire tout pays qui reste attaché à des principes et qui reste solidaire avec la Palestine, c'est-à-dire engagé à 1000% avec la Palestine. Et ce qui se passe avec le Yémen répond justement à cette thématique. Donc ça, c'est le côté politique. Côté culturel aujourd'hui et architectural, la mosquée de Sanaa, qui est un véritable bijou architectural yéménite, et qui malheureusement a été un tout petit peu saccagé. On espère que cet édifice sera restauré le plus tôt possible. Le Yémen possède un patrimoine architectural très riche. Pour les personnes qui sont parties au Yémen, ils peuvent témoigner aujourd'hui, ils peuvent vous dire que au Yémen, on voit des pépites architecturales, mais vraiment qu'on pourrait voir, c'est-à-dire que dans des films de science-fiction, de fantasy. Et c'est pour ça que ce pays mérite aujourd'hui toute l'attention des architectes et des restaurateurs qui veulent sauvegarder le patrimoine mondial. Nariman, la reine de Saba, était yéménite. Elle était yéménite, oui. Justement. Je voudrais revenir sur le patrimoine très rapidement. Oui. Quand on compare ce qui s'est passé en Irak, par exemple, aujourd'hui au Yémen, etc., il y a déjà le lobby des génocidaires, il y a un lobby des sionistes, voilà, je l'ai dit autrement, et il y a aussi ceux qui ont une histoire millénaire. Donc ceux qui font partie du nouveau monde, ceux qui n'ont pas d'histoire enracinée tout court, éprouvent justement non pas de la jalousie, mais une haine incommensurable pour ceux qui ont une histoire millénaire.
Voilà, c'est comme ça que je pourrais résumer un peu ce qui se passe. Exact. Donc, et en plus, les accusent de ne pas avoir eu une civilisation ancestrale très ancienne. Comme pour l'Algérie aussi, qui existe depuis la nuit des temps. On n'a pas attendu l'avènement des, comme je disais, narcissiques, pervers narcissiques, pour pouvoir avoir une civilisation. Donc alors, il faut sanctionner. Plus tard, il y aura une sanction. C'est une question de temps. Certainement. Voilà. Rahel, j'ai envie de vous faire intervenir sur la mosquée de Sanaa, peut-être. De toute façon, c'est des et la civilisation yéménite aussi. Bien sûr, on parle de civilisation. Donc, quand on voit des bijoux comme la mosquée de Sanaa, on ne peut qu'être fasciné par cette architecture, par ce travail qui a été fait à l'époque. Parce que quand même, on ne parle pas de ce siècle, on parle quand même donc d'une époque où, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on essaye de saboter toutes ces grandes civilisations. Et dans le monde, malheureusement. Très bien. Merci infiniment, Bahja Rahel. Alors, Abdou, Karim, Bahja, j'ai envie de vous emmener à la Casbah. Ça vous dit, Abdelmalek Bouhaouchat, Zaki? Alors, Nariman, une petite virée du côté de la Casbah d'Alger tout de suite, mesdames et messieurs, pour voir la belle ambiance qui règne dans le quartier mythique de la Casbah en ces temps du mois béni de Ramadan. La Casbah d'Alger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce quartier historique qui abrite de nombreux monuments et sites. Alors, pendant Ramadan, la Casbah se transforme en un lieu de fête, de dévotion. Les rues et les places sont décorées de lanternes et de guirlandes. Les mosquées sont illuminées. Les habitants de la Casbah se rencontrent le soir au moment de la rupture du jeûne. Ils font la prière ensemble également. Les mosquées et les places publiques sont souvent remplies de monde. La nuit, on a des concerts, Karim Bora. Ça vous dit de faire un concert chez Abi à la Casbah? On va y revenir dans quelques minutes. Alors, on vous propose de suivre ce reportage tout de suite avec Asma Al-Eid. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah d'Alger, dont chaque rue a une histoire à raconter, chaque recoin un témoignage sur le passé glorieux de cette cité majestueuse. La Casbah, un labyrinthe patrimonial et culturel, aux ruelles étroites mais ô combien riche en enseignements. Sa diversité architecturale raconte son histoire et les différentes influences culturelles qu'elle a connues, une empreinte d'un passé glorieux qui transcende les âges. Donc nous sommes ici à l'intérieur d'une maison typique de la Casbah. Nous nous trouvons actuellement à l'intérieur d'une maison typique de la Casbah d'Alger qui se distingue par son architecture. Nous sommes ici dans le patio de la maison, ou Wast ad-Dar en arabe, le centre de la maison. C'est un élément caractéristique des maisons de la Casbah d'Alger et avant de rentrer à l'intérieur, on a tout d'abord le vestibule, appelé en arabe Sqifa. Les maisons de la Casbah sont tournées vers l'intérieur et non vers l'extérieur. C'est un système qui à la fois permet une ventilation naturelle, laisse entrer la lumière du jour et assure une intimité. On trouve aussi à l'intérieur des maisons un puits et un réservoir de la collecte des eaux pluviales appelé en arabe El-Jeb. L'eau du puits sert à la consommation. Quant à l'eau du réservoir, elle est utilisée entre autres pour la douche, la vaisselle et laver les vêtements. En sillonnant les rues de la Casbah, nous avons fait une halte au musée du Shahid Ali Ammar, alias Ali Lapointe, un lieu de mémoire et de recueillement qui immortalise et perpétue la bravoure des résistants et des symboles de la révolution algérienne. Les touristes portent un intérêt particulier pour ce lieu emblématique. Donc رانا متواجدين لهنايا قدام un endroit historique très important اللي لازم نجوزوا عليه في les visites. Nous nous trouvons actuellement devant un endroit historique, à savoir le musée de Ali Lapointe. C'est ici que sont tombés en martyrs Ali Ammar, dit Ali Lapointe, Hassiba Bembouali, Mahmoud Bouhamidi et le petit Omar. Cet endroit est le témoin de la résistance. Il accueille des visiteurs qui sont fascinés par les personnages héroïques.
La Casbah d'Alger réussit à concilier passé et présent, démontrant ainsi l'esprit éternel de la citadelle algérienne. Autrefois, le mois sacré du Ramadan était un mois spécial, surtout dans la Casbah d'Alger, avec une ambiance particulière, des odeurs et des couleurs sans nul pareil. Les touristes sont nombreux à l'afflux de la moindre touche d'originalité qui rend inoubliable une visite à la Casbah d'Alger dans les demeures, ruelles et musées. Ils sont émerveillés par la cuisine locale, l'architecture historique et la vue imprenable sur la baie d'Alger. J'adore la Casbah, j'adore son ambiance, j'adore sa culture, j'adore me balader dans ces petites ruelles, j'adore rencontrer les gens, parler avec eux, surtout parler de notre culture, Tabkeri, comment les gens vivaient, comment ils vivaient l'ambiance du mois de Ramadan. D'après ce qu'ils disent, l'ambiance du mois de Ramadan, c'était la Casbah. Et ce que j'aime aussi, dans ce temps-là, c'est le qada, comme on dit, c'est vraiment le fait que les familles se réunissaient et préparaient le dîner Ramadan. Donc ça, c'est des ambiances que, pour moi, ça n'existe nulle part, ça n'existe qu'ici. Je suis une fille de la Casbah de souche. J'y tiens à garder nos coutumes Ramadan. Les plats traditionnels, comment préparer la table du déjeuner et tout ce qui va avec. La Casbah d'Alger se distingue par ses palais, ses sources d'eau, ses mosquées et son cachet architectural unique, ce quartier emblématique, riche en culture, un joyau historique avec des structures anciennes et une touche traditionnelle unique. Et on revient après cette belle virée à la Casbah d'Alger, ce magnifique quartier. Alors, Imen Merad, certainement vous avez déjà fait une virée du côté de la Casbah. Alors la Casbah, oui, moi, mon père est de la Casbah. C'est franchement, c'est l'un des quartiers les plus historiques d'Alger. Il invoque pour moi certains souvenirs. La musique shabi notamment, mais c'est vrai que l'architecture est particulière. Quand on visite la Casbah, on a une certaine... je ne sais pas comment décrire ce sentiment, mais je ne sais pas si c'est propre aux Algérois ou si les autres régions, quand ils viennent se balader dans les rues d'Alger, dans les rues de la Casbah, ont le même ressenti. Peut-être que moi particulièrement parce que il y a le côté familial, j'ai mon père, mes oncles, mes tantes, donc peut-être que ça influe sur mon ressenti. Mais la Casbah, je pense que c'est un quartier à visiter au moins une fois dans sa vie. Alors, Zekimi Houbi, est-ce que vous aimez descendre à la Casbah pendant le mois béni de Ramadan? Oui, vous justement. allez chercher un peu de sherbet, un peu de zlabia, Déjà pour le plaisir et le prestige d'être au sein de la Casbah d'Alger, Qala al-Kbira, c'est un prestige, c'est un luxe. Bien Tout sûr. le monde ne peut pas se permettre ce luxe en fait. Et c'est une leçon de simplicité, cette cité, moi je peux appeler ça une cité. Les gens sont magnifiques sur place, on apprend à vivre simplement et à ne pas trop se prendre la tête. C'est un peu c'est le cachet méditerranéen d'Alger, la capitale en fait. En fait, c'est ça la Casbah. Et puis aussi, c'est le fief de la musique shabi pour faire la transition avec notre invité. Tout à et tout. fait. Et donc, le Hadj Mohamed Al-Anqa est natif de la Casbah, donc la musique shabi forcément est née et a grandi à la Casbah, et puis elle est devenue nationale, et en attendant d'être internationale, ça va venir. Et que signifie pour vous, Abdou Ksouri, la Casbah? Pour moi, la Casbah, c'est Alger. C'est le cœur d'Alger. J'ai eu la chance hier de faire un iftar à la Casbah. C'est vous qui l'avez organisé? Non. Moi, j'étais Vous y invité. étiez J'étais invité. Et par contre, c'est la première fois que je fais la Casbah dans un fait Ramadan. Donc, faire un iftar et voir un petit peu l'ambiance. Vous avez observé une petite différence? Ah oui, complètement. Il y a une énergie. Ça va dans tous les sens. Les enfants jouent à divers jeux. Il y a une énergie vraiment. On sent qu'il y a des choses qui se passent. Et j'étais très très content de faire ça parce que c'est la première fois que j'y vais Ramadan. Donc c'est un quartier que je connais. J'y vais assez souvent, soit pour manger, soit pour me balader. Mais c'est la première fois que je sens l'énergie de Ramadan.
qui est particulière, je trouve, comparée à d'autres quartiers. Familial, en fait, Exactement. Voilà, et puis les portes des maisons sont ouvertes, et puis c'est magnifique. On sent la famille. Exactement, on sent une énergie, c'est vraiment une énergie, et j'espère que je pourrai y retourner avant la fin de Ramadan. Et est-ce que ce iftar a été suivi d'une qa'da sha'bi après? Oui, il a été suivi d'une qa'da sha'bi de Cheikhna Chao, Ah, et magnifique. que j'ai malheureusement pas pu finir cette soirée parce que j'ai des obligations de préparation de mon concert, mais il y avait une superbe ambiance dans un lieu qui s'appelle Dar Shjour. Très bien, merci beaucoup Abdou Ksouri. Alors Karim Boras, vous êtes interprète de musique Chabi et certainement la Kasbah vous dit beaucoup de choses par rapport à cette musique. Oui, bien sûr, bien évidemment. La Kasbah, c'est le berceau du Chabi. La musique Chabi, les plus grands maîtres du Chabi, ils sont nés. Donc voilà, maintenant la Kasbah, ça fait partie de mon quotidien. Je visite la Kasbah plusieurs fois par mois si on veut, même si je ne suis pas de la Kasbah, je suis de Harrach, mais le Kasbah, c'est le fief. Et oui, et surtout, il y a une âme à la Kasbah. Quand j'amène mon mandol, je m'assois là où ça me plaît, je joue, il y a une âme qui ressonne, je sais pas, les murs de la Kasbah ont une magie qui fait ressonner la musique, Chabi surtout. Et j'invite tout le monde à visiter la Kasbah. À y aller, à assister à des iftars comme le iftar de Abdou Ksouri. Alors, Bahja Rahal, que faire aujourd'hui pour mieux préserver la Kasbah d'Alger? Je pense que le fait de la faire revivre par ces rencontres, ces qa'dat, ces peut-être iftar et même des dîners. Moi, j'ai fait d'ailleurs la Kasbah l'année dernière. J'ai fait la visite à partir de la citadelle, donc du haut, jusqu'à l'Amirauté. Et avec un guide spécialisé, professionnel, c'est une amie, qui à chaque fois me disait, quand tu es à Alger, à Italie, appelle-moi et je te fais une visite complète, guidée. On a commencé à 8h du matin. Alors, il faut lui sacrifier toute une journée, je pense. Toute une journée. Très bien. 8h du matin, Okay. on nous a ouvert la citadelle rien que pour nous. Très bien. À 8h du matin, alors qu'elle ouvre bien plus tard. Et elle était en travaux à cette époque-là. J'ai fait la visite et c'est vrai que le fait maintenant qu'il y ait vraiment même des maisons ouvertes et qui quelquefois font des ftours, des déjeuners qui accueillent le grand public, les touristes, les estivants, c'est magnifique. Et pour moi, par exemple, si je parle de la musique, de ce que je fais au quotidien, c'est aussi des moments où on se ressource parce qu'on sait que la musique, c'est pas juste la musique, c'est tout ce qui va avec. C'est par exemple le costume traditionnel, c'est un état d'esprit, une manière de vivre, de se comporter. C'est aussi l'art culinaire. Et l'art culinaire, quand on trouve des maisons ouvertes qui nous servent des plats traditionnels, donc tout ça, c'est la culture. Et par exemple, quand je suis en France, c'est toute cette partie que j'aimerais présenter et faire découvrir au grand public. Sans oublier, Nariman Nazor Sadouni, que la Kasbah est également un symbole de la guerre de libération nationale. C'était le fief de la guerre de libération nationale. Je voulais y revenir justement. La Kasbah, ce sont des murs qui parlent, qui racontent. Tous les récits de l'histoire d'Alger se trouvent dans la Kasbah. C'est là-bas que ça a commencé et c'est là-bas que ça s'est terminé. Très bien. Merci beaucoup, Nariman. Oui, Iman. Je voulais rebondir. Il y a de plus en plus de visites guidées de la Kasbah. Il y a de jeunes... des enfants, de jeunes, même, oui, pour les enfants, mais pas que les touristes quand ils viennent à Alger. Donc, ils doivent passer par la Kasbah. Et il y a beaucoup de jeunes guides, justement, qui se sont spécialisés dans les visites guidées de la Kasbah. Donc, ils font un circuit, comme l'a dit Bahja Rahal. Et franchement, quand on voit ça, quand on voit sur les réseaux sociaux, encore une fois, ça donne vraiment une très belle image de l'Algérie et surtout d'Alger. Très bien, Iman. Et d'ailleurs... Alors, tout à l'heure, Bahja Rahal, vous allez nous raconter un petit peu les étapes de votre virée du côté de la Kasbah. Vous allez nous les donner tout à l'heure. Et je vous reviens, Karim Boras. Alors, la Kasbah est synonyme de musique Chabi. Comment a commencé votre histoire avec le Chabi? Alors,
Mon histoire, Anna, c'est une drôle d'histoire. En fait, Anna, j'ai fait le tour avant d'arriver à Chabi, j'ai fait le tour de tous les styles de musique aussi, si on veut. Abdou, on se connaissait depuis déjà au début de Jmaoui Africa. J'ai fait de la musique andalouse. J'ai commencé par la classe andalouse, après une formation d'une dizaine d'années auprès de certains grands maîtres, notamment Haj Mohamed Allah yarhamou, Cheikh Smaïl Hani Allah yarhamou. De grands maîtres. De grands maîtres, oui. Et comme je suis issu aussi d'un quartier populaire qui est la Glacière, et oui, la Glacière est réputée pour le Chabi Tanik. C'est la deuxième kasba qui m'a dit Hashmi Gouabi Allah yarhamou. Et nous avons de grands maîtres, Allah yarhamou, Cheikh Abdullah Gattaf, Cheikh Liamin, Cheikh Abd Salam Drouache, que j'ai côtoyé, que j'ai connu, et auprès de qui j'ai exercé. Voilà, et je me suis lancé dedans, me voici. Mais j'ai commencé en tant que musicien, en tant que drebki. Et puis à un certain moment, je me suis dit... J'allais dire. Le chabi est un dérivé de. Voilà, le chabi est un dérivé de la musique andalouse. Oui. En fait, Mais comment il a justement ressenti ce besoin d'aller vers le chabi? Voilà, c'est le côté populaire, Oulid Houma, qui a pris le dessus. Et en fait, quand j'étais musicien, j'accompagnais les chers et je me disais que j'avais quand même, au fond de moi, des capacités que seul moi je connaissais. Et je me disais pourquoi pas chanter. Je me suis lancé dedans, j'ai participé à des concours. Alhamdoulilah, j'ai eu des résultats. Et puis depuis le temps. Vous venez d'une famille d'artistes ou Oui, tout à fait. Généralement, c'est quand on a des parents. Alors, côté paternel, j'ai l'oncle à ma grand-mère, c'est Si Saïd Larbi. C'est l'un des maîtres de l'Hajj Mohamed Al-Anqas. D'accord, voilà. Et du côté maternel aussi, mes oncles jouaient de la musique, ils faisaient de la musique, donc j'ai grandi dedans. Vous avez hérité ça d'eux. Exactement. Très bien. Samar? Et moi, j'aimerais aussi vous poser une question. Donc, le chabi qui est perçu comme une musique du passé, mais vous continuez quand même à le faire vivre et revivre et ravivre plutôt. Comment expliquez-vous justement cette connexion qui est toujours là? En fait, le chabi est censé être notre musique populaire. C'est la pop musique. Donc, la pop musique est toujours d'actualité. Toutes les pop musiques du monde, c'est la musique populaire espagnole, c'est le flamenco. Comment elle a été fusionnée, comment elle a été reprise. La pop musique américaine, comment elle évolue. Donc, il n'y a pas de limite. Pourquoi pas avancer, évoluer, retoucher cette musique comme justement on l'a fait pour le spectacle du 22 mars. On a fait une grande formation d'une vingtaine de musiciens. J'ai déjà eu l'expérience de faire quelque chose de ce genre. Et cette fois-ci, on a perfectionné, on a éliminé tous les défauts qu'on avait auparavant et tout. J'espère que ça sera le départ d'un, je dirais pas un nouveau Chabi, mais un nouveau départ du Chabi. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le Chabi a connu déjà une évolution depuis son départ, depuis sa naissance, si on veut, jusqu'à la décennie, jusqu'à la fin de Cheikh Mahboubati, si on veut. Et après, lorsque le Chabi a repris, au lieu de reprendre là où on s'était arrêté, on a repris là où le Chabi était né. Donc on est revenu à la même formation, le même esprit, le même... Donc, j'espère qu'on pourra évoluer et pourquoi pas... J'ai eu l'expérience de fusionner le Chabi avec pas mal d'autres styles musicaux et ça ressonne... à chaque fois, chaque expérience, je me dis, il y a un potentiel. Voilà, exactement. Et on travaille dessus, Inch'Allah. Inch'Allah. Zaki? Oui. Alors, le Chabi, Zaki, Moi, vous êtes musicien aussi, c'est pour ça que j'ai envie de vous J'étais faire en train de suivre le parcours que je connais un peu et je voulais juste poser la question à Karim, qu'est-ce qui a changé pour lui entre Karim qui faisait la musique arabo-andalouse, le Sanaa, et la musique Chabi? Qu'est-ce qui change à l'intérieur de l'artiste dès qu'il change d'école? Alors, rapidement, Karim, peut-être avant de passer à la pub. C'est une question pertinente. Alors, la différence pour moi entre le Chabi et l'andalou, pour moi, j'avais une faible capacité à chanter l'andalou. Avec l'andalou, il faut beaucoup de souffle. C'est vrai, Badjaraha, oui. 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 Je confirme. Voilà. Si on veut, j'ai opté pour la facilité. Et puis c'est le côté qui m'a le côté le côté
de l'enfant du quartier populaire, c'est ce côté-là qui a pris le dessus. Très bien. Et c'était sans aucun effort, Très bien. Je me suis retrouvé dedans sans me rendre compte. Merci beaucoup Karim Boras. On va continuer. Exactement, c'est le Chabi qui a choisi Karim Boras. On va continuer cette belle discussion avec nos chers invités juste après la publicité. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, Ramadan Prime continue sur Al24 News. C'est la troisième partie et nous sommes en direct. On est ravis de recevoir ce soir sur le plateau Al-Oustada Bahja Rahal parmi nous ce soir. Si vous venez de nous rejoindre, il y a également Abdou Ksouri, leader du groupe Jmawi Africa et également l'interprète de musique Chabi, le brillant et talentueux Karim Boras qui a déjà son instrument de musique et qui va nous interpréter un petit quelque chose. Alors qu'est-ce que vous nous avez choisi, Karim? J'ai choisi Ashaq Zin. Très bien. Voilà. On vous écoute attentivement. Merci. يا عشاق الزين سعفوا وادي القلب حزين جرحت الخدين بالمدامع ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالى أبويا حنيني وطاب قلبي من قولة لالا حسدوني ذا الناس في غرامك يا غصن الياس انذبلت النعاس عيونها مثل عيون غزالة وجميع اللي قاس زين والفيل البدر جهالة أبويا حنيني وطاب قلبي من قولة لالا يا زينة القمر راه حبك يفني الأعمار في جميع الأقطار ما مثيلك يفهميالا أنا عقلي طار ليس يشبه عقلي من ولا أبويا حنيني وطاب قلبي من قولة لا حسدوني ذا الناس في غرامك يا غصن الياس انذبلت النعاس عيونها مثل عيون غزال وجميع اللي قاس زين والفيل البدر جهالة وخيي يا وخيي قاتلة من قبلي رجال. Bravo Karim Boras, bravo et merci beaucoup. Alors cette chanson, elle a plusieurs versions, Bahja Al-Hawzi, Chabi également. Oui, surtout Chabi, mais d'ailleurs, comme tu viens de l'interpréter, Karim, c'est une autre version. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quelquefois, Chabi ou l'Andalous, on dit toujours, oui, mais moi je change, par exemple, des mélodies, mais dans ce cas-là, les conservateurs n'aiment pas ça. Non, moi je suis dans la préservation du patrimoine, conservatrice. Mais quand il y a des jeunes, même moi jeune, qui veulent revisiter, changer, arranger, moderniser, comme ils disent quelquefois, pourquoi pas? C'est suivant leur inspiration. Il faut qu'il y ait quelques interprètes pour préserver le patrimoine tel qu'il est, tel qu'il nous a été transmis, et d'autres qui voyagent, qui s'inspirent de ce patrimoine pour créer autre chose. Et c'est aussi beau. Et il y a un public pour les deux. Chacun la mission qu'il veut se donner. Mais bien sûr, bien sûr. Ça évolue aussi, bien sûr. Des messages aussi, des sons. Abdou Ksouri, et pour la modernisation de certains morceaux? Alors nous, la musique andalouse ou le Chabi, pour nous, c'est un vivier. Nous, on aime fusionner les choses. Et d'ailleurs, sur notre dernier album, on a tenté quelque chose d'assez ambitieux. On a mélangé la musique celtique à la musique andalouse et au Chabi. Donc, c'était une fusion qui nous a... Voilà, exactement, sur le morceau Mchi Rasoul.
Et en fait, c'est venu d'une manière très très naturelle et ça prouve un petit peu que notre musique, c'est aussi une patte à travailler. C'est magnifique. Ah Merci. oui, elle est vraiment très très belle. Sans te connaître, Oui. mais c'était beau. Quand je l'ai écouté la première fois à la télé, c'est magnifique. Mais on ne va pas dire, ça fait partie du patrimoine qu'on préserve. Elle est là, mais voilà, il y a un groupe qui s'est inspiré de ça pour créer autre chose. C'est beau. Alors, c'est très bien. Abdou Amchi Ya Rasoul, on va y revenir dans quelques instants. Chers amis téléspectateurs, si vous ne connaissez pas encore le morceau, Jarrahal a tellement bien parlé de Amchi Ya Rasoul, on vous propose d'écouter un petit extrait et on revient juste après. Amchi Ya Rasoul avec les Jmaoui Africa, dont le leader est parmi nous ce soir. Abdou Ksouri, d'où est venue cette idée de ce mélange entre la musique celtique et shabi? Alors, d'où est venue l'idée? En fait, c'est moi j'ai composé la partie celtique. C'est une influence, je sais pas, Minjatni. Franchement, franchement, j'ai peut-être des origines irlandaises. En tout cas, elle a bien fait de venir cette idée. C'est d'ailleurs. T'es parti loin. Moi, j'aurais dit Idil, j'aurais dit Talouek, chercher des bémols. C'est récent. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, dans l'histoire, apparemment, dans l'histoire d'Alger, au moment du capitaine Corso, donc il y a eu justement un échange entre cette région du monde et Alger pour parler un petit peu d'histoire. Et donc en fait, cette mélodie, je l'ai composée. Et une fois, on était en train de la répéter et un des membres, Mohamed, il nous a dit si on essayait un truc comme ça, parce qu'eux, ils l'avaient chanté dans une chorale et tout ça. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, le djwab qu'on faisait sur cette mélodie celtique était complètement naturel. Au lieu de répondre la mélodie comme on fait sur la musique andalouse, parce qu'on répond en général la mélodie qu'on chante, s'imbriquer d'une manière très très naturelle. On était les premiers à dire waouh, mais il y a un truc qui se fait, et c'est comme ça de fil en aiguille qu'on a monté le morceau, d'ailleurs qui se termine en brouillé, en prénonce un peu en si suite. Donc c'est comme ça. Pardon. C'est magnifique. Je voudrais aussi revenir à ce qu'a dit Bahja Rahal tout à l'heure, les conservateurs et ceux qui innovent. Justement, la culture, les arts, la musique, les arts plastiques en général, tous les arts, la culture englobe tous les arts et les littératures, je mets au pluriel, ce sont des strates. Quand on parle de conservateurs, c'est vrai, il s'agit de certaines générations. Mais ce que fait Abdou avec son groupe aujourd'hui, ça sera aussi valable et bénéfique pour d'autres générations. Ce sont des strates qui se succèdent. Alors, nous, il y a des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, vous nous avez fait découvrir l'andalou. Finalement, ils sont revenus vers l'origine du morceau et l'interprétation un petit peu des différentes écoles sur ce morceau-là, via le morceau qu'on a... Justement, le Chabi était comme ça, dès le début. C'est-à-dire, durant le départ du Chabi,
Il y avait les conservateurs qui disaient non, le chabi, c'est une musique qui est en contradiction avec la musique andalouse. Et regardez, le chabi aujourd'hui est une école et on veut préserver le chabi, on veut dire à ceux qui revisitent le chabi, ne faites pas ça, vous allez saccager, machin. Donc c'est ça, il faut rénover. Effectivement. La musique, ça évolue, c'est une langue, la musique. Ça évolue. Et puis, comme je disais, c'est-à-dire l'Algérie est un continent, il y a tellement de choses, et le vivier de la musique traditionnelle, nous sur le deuxième album, par exemple, on a travaillé sur le Ehlil, sur le premier album, on a travaillé aussi sur les musiques ta Sahara du côté de Bchar. En fait, à chaque projet, il y a une thématique, on essaie de prendre quelque chose du patrimoine pour un peu le conjuguer d'une manière différente, un petit peu sur des musiques qu'on aime, sur des thématiques qu'on aime. Là, par exemple, la prochaine expérimentation qu'on est en train de faire, d'ailleurs on va le rejouer la première fois le 22, on a travaillé sur un morceau de patrimoine tel Essawa. Et pareil dans cette fusion avec le rock, un peu la musique celtique et irlandaise. Très bien. Et c'est en 1974 que Bahja Rahal, mesdames et messieurs, commence sa formation au conservatoire d'El Biar dans la capitale. Elle choisit l'andalou comme discipline et c'est chez Zoubir Kakashi qu'elle commence son initiation, puis le maître Mohamed Khaznadi, c'est cela Bahja Rahal. Et c'est en 1982 que Bahja Rahal rejoint l'association El Fakharjia, dirigée à l'époque par le maître Abdelrazak Fakharji, qui va la choisir plus tard pour interpréter une nouba Rasdeddil dirigée par Cheikh Hamidou Jaïdir lors d'un concert qui a été donné au Théâtre National Algérien Mahidine Bachtarzi. Alors ma question pour vous, Bahja Rahal, là on vient de parler de musique celtique et chabi avec Abdou Ksouri. Est-ce que vous pouvez le faire dans la musique andalouse, vous étant Bahja Rahal, faire cette fusion avec la musique celtique ou autre? Je l'ai déjà fait. D'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez par exemple Mozart l'Égyptien. Il y a eu un travail fait. Moi, j'ai travaillé avec cette équipe il y a quelques années. J'ai travaillé avec un orchestre, l'orchestre philharmonique du Conservatoire de Rouen. En 2003, j'ai travaillé avec un groupe espagnol, un groupe italien. J'ai travaillé avec Juan Martin, guitariste connu mondialement. Donc j'ai fait des fusions, des expériences de ce genre et c'est magnifique parce que le fait de découvrir et faire découvrir sa musique, c'est passionnant. C'est passionnant. Donc des fusions comme ça, j'en ai fait pas mal et c'est enrichissant. Mais bien sûr, tout en gardant le côté très conservateur, puisque j'ai mon école à Paris, Rythme Harmonie, où j'assure des cours à des adultes et des enfants. Les enfants sont la relève de demain. Donc, il y a cette partie transmission, formation, qui est très, très importante pour moi, mais il y a ce côté aussi expérience, faire un travail et rencontrer et découvrir comme ça des musiques du monde, c'est toujours enrichissant. Madame Bahja Rahal, s'il vous plaît. Tous ensemble. J'ai eu 3 voix comme ça. Oui, Zaki, avec votre question. Rapidement. Moi, j'ai fait l'école Gnawa et je me rappelle, depuis toujours, on nous dit, à chaque fois qu'on a affaire à un groupe qui vient d'un autre pays, c'est à lui qui m'a eu l'expression « Alors, pour Bahja Rahal, comment on procède ? C'est-à-dire, on fait une rencontre artistique. Est-ce que c'est à Bahja Rahal de s'adapter au style et à l'univers des artistes qui vous invitent, ou plutôt c'est le contraire, où vous faites à la limite du 50-50, c'est-à-dire le modèle Jam Session? Alors déjà, première chose, c'est Bahja et non pas Bahja. Pardon. Mais sinon, moi je pense, et par mon expérience, il n'y avait pas de calcul à faire. C'était... J'écoute, ils écoutent, et ensuite, on peut... Voilà, ça se fait systématiquement et ça se fait comme ça. Il n'y a pas... Et les règles, ça disparaît à un moment donné? Ça disparaît à un certain moment. Pourquoi? Parce que c'est vraiment spontané et on découvre qu'il y a des ouvertures qui se créent, qu'on écoute, donc des mélodies qu'on crée, alors que moi, je ne compose pas. C'est pas mon domaine. Je suis dans l'interprétation depuis toujours et je le reste encore. Mais quand c'est des fusions comme ça, des expériences ou des rencontres, on se retrouve à créer des musiques
des musiques communes. Donc, sa musique, ma musique. Quoi, musique commune pour vous, Benjamin? C'est la musique qui sort de ces deux genres complètement différents. La fusion. Ouais. C'est cette fusion qui est donc créée cette musique. Très bien. C'est ça. Et nous allons parler d'un autre registre musical. Merci beaucoup. C'est très rapide. Alors Mozart l'Égyptien, je voudrais y revenir. C'est 2 ou 3 volumes, je crois. 2 ou 3 volumes. Je me rappelle de 2 volumes. 2 volumes. Oui. Et moi, ce qui m'a marqué, j'ai focalisé carrément sur la petite musique de nuit. Et je ne sais pas si vous êtes dans l'orchestre à ce moment. Non, je ne suis pas dans l'orchestre. Moi, j'ai travaillé avec quelques musiciens qui faisaient partie de cet orchestre. Ah, d'accord. Parce qu'après, on a travaillé ensemble sur un autre projet. Très bien. Voilà, ça veut dire, oui, on est ouvert sur... Et de toute façon, l'artiste, le musicien, le chanteur ne peut pas être enfermé dans un carcan, un moule comme ça, et lui dire attention, tu ne bouges pas. Non, c'est très bien. Et dans un autre registre musical, Zaki, vous avez parlé tout à l'heure de la musique Gnawa. Alors, ils se sont éclipsés quelques années de la scène. Leurs fans ne les ont jamais oubliés. Ils reviennent cette année pour le plus grand bonheur de leurs amoureux, des amoureux de la musique Diwan. Que deviennent les artistes de Gada Diwan de Béchar? Le reportage tout de suite de Fellah Leili. Après 10 ans d'absence, Gada Diwan Béchar est de retour sur la scène algérienne. Avec leur répertoire légendaire, le groupe a mis le feu à la soirée ramadanesque qui a eu lieu au théâtre Dar Raïs à Alger. De quoi envoûter les présents. Bon, cette soirée, vraiment, pour dire merci beaucoup et un grand plaisir de retour sur Alger, là, pour chanter. De toute façon, nous, ici à Alger, notre public, c'est Alger, les jeunes d'Alger. Et on est fiers d'être là avec eux, de partager. À chaque fois, ça se passe très très bien. On est très très contents. Gada Diwan Béchar, ce groupe légendaire, comme on l'attendait, a séduit le public avec des créations uniques. Un retour sur scène qui a drainé une foule venue apprécier le spectacle. 10 ans que j'ai été à leur concert. On se rappelle de très beaux souvenirs et l'ambiance est toujours top. Moi, j'attendais ce concert depuis longtemps et dès qu'ils ont lancé la vente des billets, j'étais parmi les premiers qu'ils ont réservé. C'était un grand public, c'était une bonne soirée, même les gens ils ont vraiment défoulé. C'est old school ta'na algérien et on ne peut pas rater ça. Et on aimerait bien que ça ne soit pas que pendant Ramadan. Ça serait cool de faire des soirées comme ça, de les voir. Même la nouvelle génération, elle fait connaissance un petit peu avec Gada Diwan Béchar. Goumbri, Qarqabou et guitare épousent parfaitement le son de la batterie. Plus de 2 heures de concert et voilà qu'il arrive à sa fin. Le public demande Chirben Bouzienne, la chanson qui a fait connaître le groupe. Le public la demande, c'est normal, c'est un peu le standard, c'est la chanson un peu fétiche du groupe. Répertoire, c'est Sidi Mohamed Ben Bouziane, c'est le saint patron de Qanatsa, à 16 km à l'ouest de Béchar. Voilà, c'est une chanson qui est tirée directement du répertoire soufi, mystique. Voilà, et puis c'est un grand plaisir à chaque fois de la chanter avec le public. Gada Diwan Béchar reste une référence musicale incontournable qui s'impose comme une figure majeure de la scène artistique algérienne et mondiale de la musique diwan. En attendant de les voir jouer des notes lors des prochains rendez-vous. Et on revient après ce reportage avec les Gada Diwan de Béchar qui ont certainement donné un très beau concert. Dommage, on n'a pas assisté à ce concert. Ça fait 10 ans qu'ils se sont absentés et j'espère qu'on va les voir très bientôt. Karim Boras, Gada Diwan de Béchar. Oui, je suis fan depuis tout jeune. À notre époque, c'était l'époque Diwan. C'était un concert chaque semaine. Ben Zaidoun ou là au théâtre de Verdure, là on a grandi avec. Au théâtre de Verdure, c'était grandiose quand c'était les Gada. Oui, tous les Gada, les Gnawa, les Jmaoui à l'époque. Les Jmaoui c'était leur début, vraiment ils étaient forts. Voilà, on a grandi avec. Personnellement, je maîtrise le répertoire. En dehors du Chabi, je maîtrise même le Diwan, je maîtrise du Riwan, je maîtrise d'autres styles, voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un grand groupe. Samar. Et moi, je reviens vers vous, vers votre style musical, justement. Donc, l'Algérie, qui est un carrefour musical aujourd'hui, on voit justement émerger des fusions entre le shabi et d'autres sonorités africaines, donc, ou bien aussi urbaines. Est-ce que, ou plutôt, est-ce un chemin que vous envisagez d'explorer? Bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion de participer à une résidence qui a réuni des musiciens américains et des musiciens africains. Voilà, c'était à Tarit. C'était grâce à notre frère Allah yarhamou Chakib Bouzidi, c'est lui qui nous avait réunis, voilà, justement pour partager cette musique et pour que les musiciens américains, les musiciens jazz, si on veut, qui sont venus, sachent d'où ils viennent, connaissent l'origine des musiques qu'ils jouent. Voilà, donc on a passé un mois ensemble et on a même fait de la fusion. On a fait une chanson avec Fama, une chanteuse mauritanienne, Fama Mbaye, une amie que je salue, et d'autres artistes aussi africains, un Tunisien, Hassan au violon. Voilà, on a fait une fusion d'un peu partout, du Shabi, de l'Africain, voilà, c'était une forte pensée, bien sûr, à Chakib Bouzidi, que vous avez cité il y a quelques instants. Il était d'ailleurs l'organisateur de cette rencontre à Tarit. Vous avez déjà fait une scène avec les gars d'Adiouane Bouchard, Jmaoui Africa. Très bien. Racontez-nous cette expérience. Oui, on a déjà ouvert pour eux, c'est-à-dire on a fait leur première partie. C'était les débuts, donc là on est vers la 2007-2008, donc c'est devenu des amis. On a joué. Je pense qu'on a fait leur première partie 2 fois. Très bien. À l'époque, dont une dans une salle qu'on espère revoir bientôt, c'était la salle Mougar, qu'on espère revoir bientôt. Et bien sûr, c'est devenu des amis par la suite. Bien entendu. On est resté toujours en contact et voilà. Il faut dire que Gada, c'est un groupe qui a été créé dans les années 70. Donc ils sont pas tout jeunes et ça fait toujours plaisir de les voir comme ça donne envie. Nous, on fête nos 20 ans et voilà, quand on voit encore qu'il y a des groupes comme ça qui montent encore sur scène, qui chantent, ça nous donne cette énergie, la volonté de vouloir continuer. Et Abdou, pourquoi Jmaoui Africa? Pourquoi il y a Africa parce que nous l'idée de départ du groupe, c'était de travailler sur les origines africaines de la musique algérienne. Parce que voilà, très souvent on oublie qu'on est dans ce super continent, dans ce continent magnifique qui est l'Afrique. Et voilà, et donc nous c'était vraiment une revendication musicale identitaire à ce moment-là, qu'on voulait. On n'était pas les premiers à apporter ça. Khatib Yassine disait, nous sommes africains, c'est africain qu'il faut se dire. Et donc on adhère complètement à ça. Et sur cette idée-là, on a commencé à travailler sur la musique africaine. D'ailleurs, au début, on a été beaucoup dans les échanges sud-sud. Nous, on a fait pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal jusqu'au Soudan. Donc, et c'est là où on a façonné notre son, on a intégré de nouveaux instruments dans le groupe comme la kora. Donc c'est vraiment ces voyages-là, ces partages-là, ces rencontres avec ces musiciens d'Afrique subsaharienne nous ont beaucoup enrichis. Et comment a été la réaction de ce public étranger qui a découvert le groupe Jmaoui Africa dans leur pays? Alors justement, c'est ce qui est intéressant parce que quand on va dans des pays comme ça, donc la langue n'est pas comprise, donc là on chante en algérien, en arabe, mais par contre le message de la musique et surtout du rythme qu'on retrouve, le rythme qui fait danser les gens, le broualé, c'est le 6-8, d'accord. En Afrique, ils le jouent d'une manière différente, mais qui fait bouger de la même manière. Donc c'est toujours ce 6-8 qui tourne. Et donc ils reconnaissent un peu. Ah oui, dès qu'on joue le 6-8, ça se met à danser, Donc le barrière de la langue n'est pas. Même si ça comprend pas. Même si ça comprend pas, donc le message, et c'est là qu'on voit que voilà qu'on peut tester et voir l'universalité un petit peu de notre musique, nous qui nous a porté de l'Inde jusqu'au Brésil. Très bien. Il est peut-être également le moment de parler de votre actualité, Badja Rahal. Vous avez une date à partager avec votre public qui vous attend sur scène avec impatience. Alors vous allez nous donner les détails de ce concert que vous allez donner. Oui, il y a une date, c'est après-demain, vendredi 21 mars, et ça sera à Ibn Khaldoun. C'est vrai qu'au début de l'année... Donc à Alger, à partir de 22h, je pense.
22h30. 30, très bien. Il ça faut le commencera préciser, à 22h30. Donc, c'est début de l'année, j'ai fêté mes 30 ans de carrière et le 30e album. Et cette fois-ci, c'est un petit peu la continuité. Et d'ailleurs, le 1er février, quand j'avais donné ce concert, j'avais invité une jeune chanteuse de la jeune génération, la relève, Nassima Hafef, qui a chanté en première partie, puisque vous avez parlé de première partie tout à l'heure d'un spectacle. Donc j'ai décidé à chaque concert que je donne en Algérie d'inviter. Vous avez fait un bon choix avec Nassima Hafef. Voilà, d'inviter donc une interprète de la jeune génération pour la faire découvrir au grand public. Donc c'était elle. Cette fois-ci, donc pour le 21 mars, ça sera Esma Aït Chaben. Très bien. Qui est aussi premier prix du concours de la Fondation Abdelkrim Dali 2024. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est aussi pour l'encourager. C'est motivant. Et c'est motivant. D'ailleurs, depuis, je reçois plein de messages de ces jeunes chanteurs, interprètes, qui m'envoient des vidéos, des messages pour dire, voilà, je suis là. Et moi, ce que je leur dis, c'est que oui, tant que je peux le faire, je le ferai. Parce que j'ai été formée, la jeune génération. Mais bien sûr, j'ai été formée par des maîtres. À mon tour maintenant de faire pareil pour cette jeune génération. Ils ont besoin d'encouragement, de soutien et d'être encadrés. Donc je suis là pour le faire. Donc le 21, elle passe en première partie. Très bien. Et ensuite, moi, j'interpréterai une nouba dans un mode Rast. Et bien sûr, on terminera par un programme Meth, puisque nous sommes au mois béni de Ramadan. Voilà, le mois sacré de Ramadan. Et on peut parler donc de votre dernier album. Que contient-il, ce 30e album? Alors, le dernier album, c'est une nouba mesj entre le mode mezmoum et le mode razd. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai enregistré les 12 noubas existantes dans le patrimoine Sanaa, donc l'école d'Alger. Ensuite, j'ai fait un deuxième tour. Donc, je suis arrivée à 24. Et ensuite, j'ai commencé la série du Mesj. Et quand on connaît, par exemple, comme Karim, quand on parle de Chabi ou la Andalous, on sait que le Mesj, c'est un mariage entre deux modes. Et bien sûr, qui ne se fait pas n'importe comment. Il faut vraiment qu'il se marie. Le Mezmoum ne peut se marier qu'avec le Razd. Et non pas, par exemple, Razd-Dil ou... Voilà, exactement. Le Gharib avec Zidane, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai entamé toute cette série. Et d'ailleurs, j'ai terminé la série des Mesj. Et maintenant, je vais certainement refaire un autre tour. Mais maintenant, l'infatigable Bahja Rahal. Inch'Allah, tant que c'est possible. Le but est vraiment ce que je veux. Ce que je souhaite faire, c'est vraiment enregistrer un maximum pour laisser... Exactement. Voilà, et de toute façon, la transmission se fait puisque ce que je dis maintenant, c'est que j'étais interprète à un certain moment. Maintenant, je suis, oui, interprète, mais aussi, je suis passée à l'étape de... la transmission, la formation. Et je m'occupe maintenant vraiment de cette jeune génération. Si elle a besoin de moi, je suis là. Très bien. Bahja Rahal sera à la salle Ibn Khaldoun à partir de 22h30. Après-demain, à 22h30. Après-demain, vendredi. Donc soyez au rendez-vous. Karim Bouras et Abdou Ksouri ont également des dates à communiquer. Et ce sera après la pub. Restez avec nous. Et dernière partie de votre talk show Ramadan Prime sur Al24 News et en direct. Nous sommes en train de passer d'excellents moments avec nos chers invités, Al-Oustada Bahja Rahal, Karim Bouras et Abdou Ksouri. Alors, je vous reviens maintenant avec une bonne nouvelle parce que Bahja Rahal ne va pas chanter uniquement le 21, c'est-à-dire après-demain à Alger, mais elle va aller voir son public du côté de Constantine. Alors, ça sera pour quelle date, Bahja? C'est bien ça. Donc, ça sera le 27, Inch'Allah, le 27 mars à la salle Ahmed Bey à Constantine. Très bien. Et franchement, je suis
très très contente et ravie de retrouver le public constantinois que je n'ai pas vu depuis quelques années. Très bien. Merci beaucoup, Badja Rahal. Alors, Karim Bouras, Abdouk Souri. Karim, oui. Quand est-ce que vous allez voir votre public? Le 22 mars, samedi, Inch'Allah, au TNA. Alors, on leur a préparé une belle surprise. Un spectacle riche en émotions, riche en textes, riche en rythme, riche en mode, riche en musiciens. Une chorale d'une quinzaine de choristes, 2 invités surprises. Bon, je les annonce ou pas? Bien sûr que oui. Il faut les annoncer. Notre public, nos téléspectateurs n'attendent que ça. Je décide de... Voilà, très bien. D'ici la fin de l'émission. N'est-ce pas, téléspectateurs? Oui, oui, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent les précisions. Alors, j'aurai Hasna Henni, mon amie et la fille à mon maître, voilà, qui sera invitée à interpréter un morceau. J'aurai aussi l'une de mes élèves qui interprétera, Inch'Allah, un morceau. Voilà. Comment s'appelle l'élève? L'élève, c'est Neila Cherifi. Très bien, Neila Cherifi. Voilà. C'est un jeune talent. Elle est douée, elle a une belle voix, c'est ça? Oui. On a elle envie de la maîtrise son instrument. Cette fois-ci, elle chantera seulement. Mais c'est une élève qui a beaucoup de potentiel. Inch'Allah, dans l'avenir, on entendra parler d'elle. Très bien. Et on prend la date de Abdouk Souri aussi pour les téléspectateurs? C'est la même date. Donc c'est le samedi 22 mars du côté de Maqam Shahid. Et comment on fait avec les téléspectateurs qui veulent vous voir tous les deux? Justement, moi je suis content parce que maintenant les gens ont le choix. Oui. Donc d'aller voir mon ami Karim ou venir le voir. Du Maui africain. Voilà, c'est deux mondes différents, deux univers différents. Et puis nous, ce concert s'inscrit dans la tournée qu'on a commencé l'année dernière pour fêter nos 20 ans de carrière. Donc le groupe a été créé en 2004. Et au lieu de faire un concert, on a fait toute une tournée. Donc qui a commencé à Alger. Qui est en train de se terminer à Alger et qui est parti, cette année, on est parti dans les Balkans. Donc en Hongrie, en Slovénie et en Serbie. Donc voilà, c'est cette tournée. On est en train de jouer un petit peu le. Je pense que c'est la tournée qui va clôturer un petit peu le chapitre de l'album Mchi pour passer au prochain projet. Je voulais juste rebondir sur la première partie parce qu'on accueille un groupe en première partie qu'on trouve super intéressant, un très très beau projet, le groupe qui s'appelle Harf. Et c'est vraiment. Ils font quel genre de musique? Alors c'est de la musique, c'est un petit peu c'est du folk, un peu un petit peu dans notre style. Donc c'est pour ça qu'en général les premières parties se ressemblent. Et c'est un groupe qui a un super potentiel à qui nous on veut donner cette chance de faire cette première partie. Donc moi, je voudrais rebondir, Abdou. Comment se passe la promotion justement de votre tournée pour arriver justement à capter l'attention de ces pays-là, des citoyens, les Balkans, la Hongrie? Comment est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Alors non, c'est comment ça se dire que tu veux savoir comment est-ce qu'on est programmé? Oui. En fait, on a ce qu'on appelle un booker, un tourneur qui est en Europe. Et donc, c'est une agence qui est spécialisée pour Est-ce qu'il y a une promotion derrière ou c'est ça? Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, on joue, très souvent, on joue dans le cadre de grands festivals. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, je pense qu'on a le festival qu'on a fait s'appelle le Ziget. C'est sur une île sur le Danube. Et c'est un festival qui accueille 90 000 personnes par jour. C'est un des top 3 festivals en Europe et on est le premier groupe algérien d'Alger qui participe à ce festival. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Et vous avez partagé pas mal d'affiches avec des monstres. Vous pouvez nous en parler? Oui, c'est vrai. Celle qui me vient à l'idée tout de suite, c'était en 2017, le Festival de Jazz de Montréal, où on était à l'affiche, parce que le nom du groupe commence en D. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur Instagram, c'est avec Bob Dylan. Donc on était à l'affiche avec... rien que ça. Rien que ça. Les spectacles à l'étranger, tout à l'heure on parlait avec les entreprises algériennes d'exportation, c'est une forme aussi d'exportation. On exporte la musique algérienne. C'est ce que je dis. La musique est un produit d'exportation hors hydrocarbures. Mais comment le public international perçoit-il cet ADN justement? Alors, mais c'est ça en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est là où on peut tester l'universalité de notre musique, même si on ne comprend pas le texte. On communique une énergie, on communique des émotions.
Et on n'a pas besoin de comprendre les textes pour pouvoir... vivre la musique. Voilà, c'est la musique, c'est une langue et c'est surtout des émotions qu'on communique. Et voilà, moi, nous, on est sortis à l'international assez rapidement. On a fait des destinations assez exotiques comme l'Inde ou le Brésil. Très bien. Abdou Ksouri, nous allons profiter maintenant de regarder le clip, votre dernier clip. Oui. Le dernier clip du Maui Africa. La chanson s'intitule Roja. Roja, et c'est un hommage, à Sheikh Naam, qui est un grand monsieur du rail, mais on n'en parle pas souvent, et d'ailleurs qui a une histoire avec le Sha'bi, ce monsieur-là. Très bien, alors on regarde et on revient. قريت شي صوالح في عينيك فكرتيني بسنين مضات حسبت باللي راني نبغيك انتي تنسيني في اللي فات بات الليل نفكر فيك يتفق قلبي والعين بكات والله يا الروح حرام عليك فريها معايا بزوج كلمات الروخة زرقت العين كملت الزين يلي ساكنة الباطمات 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 باش نشريك تسهل لي عندي الحياة في صغرك نعقل عليك انتي جارة ليا بالذات سبحان ربي ما صور فيك كاملة من جميع الصفات والله يا الروخة حرام عليك فريها معايا بزوج كلمات الروخة زرقت العين كملت الزين يلي ساكنة الباطمات 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 يا الروخة زرقت العين وكملت الزين يلي ساكنة الباطمات. C'est le dernier signe. Elle m'a beaucoup plu cette chanson, Abdou. Donc voilà, Roja qui veut dire la rousse, oui, parce qu'à Oran, il y a encore des mots d'origine espagnole. Exactement. Et voilà, petite dédicace à... Ah oui, c'est la dédicace pour Iman Merad, bien sûr. Voilà, et donc on rend hommage à Sheikh Naam, qui est franchement, qui est, comment dire, underrated في الراي, on n'en parle pas, sous-estimé. Et on n'en parle pas souvent et on voulait rendre cet hommage. Et puis on a pris un morceau de l'Ouest, donc Men Bla Abbas, mais on l'a reconjugué sur une façon algéroise, Chabé, parce qu'il y a le mandol, donc c'est du rail avec des... aussi, c'est joli. Rumba, voilà, exactement. En fait, c'est un morceau de rail acoustique, mais avec des sonorités Chabé. Voilà, donc toujours nous, on essaie de trouver des ponts entre les différentes musiques, même locales du coup. Alors Nariman, que pensez-vous de cette nouvelle génération comme les Dmaoui Africa? Nouvelle Oui, bien sûr. Non, arrête, Iman, non. Voilà, entre les deux, quoi, qui célèbrent les 20 années d'existence. Oui. Et j'ai eu l'occasion de les connaître, ça fait hyper longtemps, ils étaient à leur début. Et on avait fait l'Afrique, je crois, la Tunisie. Voilà, on s'est rencontrés sur un plateau télé, un ESMA. Ah oui, voilà, oui. Le Sénégal, je crois, ou je ne sais plus, voilà. Donc, et je savais... Est-ce que vous avez assisté à leur concert au Sénégal?
Non, au Sénégal, j'ai pas assisté à leur concert. Par contre, la première fois, quand je les ai croisés, je savais qu'ils allaient, Percer. ouais, qu'ils allaient percer. Ouais, Ah, ça, vous je le sentais à 100%. Bon, j'ai le droit de le dire, je suis plus âgée, d'accord. Allah يبارك Marina, Allah يبارك. Mais Allah يبارك, et c'est un groupe en plus que j'adore. C'est vrai. Donc, j'écoute presque tout ce que vous avez produit. Voilà. La radio nationale vous a beaucoup aidé à vos débuts, hein, notamment la chaîne Nous, 3. on est une génération qui a commencé sans les réseaux sociaux. Hein. Donc, Exactement, tout à donc fait. pour diffuser une musique ou pour faire la promotion, c'était la seule façon de le faire, c'était accrocher des affiches dans la rue et passer à la radio. Et, hein. aux universités aussi. Oui, c'est ça. Donc nous, on est un groupe qui est né dans le milieu universitaire, effectivement. Beau parcours. Donc, mais voilà, on n'aurait jamais pensé être là 20 ans plus tard. Ça fait- Zaki, vous vouliez dire tout à Bien l'heure sûr, quelque ce chose? qui est fascinant avec les Jmaoui Africa, c'est un jeune groupe. Non, mais vraiment, en apparence, on a l'impression qu'ils sont c'est ça jeunes. ce que je voulais mais dire, ils ont parcouru, exactement. Ils ont célébré leur 20 ans. ils ont parcouru, vraiment plus sérieusement, ils ont parcouru les 4 coins du monde. Ils ont mûri, on vient d'entendre leur dernier bébé, une maturité extraordinaire. Avec tout ce qu'ils ont vécu avec le départ d'Ahmed Jamil Rouli, c'était pas simple du tout. Bien Attention, sûr, bien c'était sûr. pas simple. C'est vrai. Et c'est là où tu sens que vraiment le projet est solide. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on perd le chanteur principal que le groupe part. On a vécu ça avec d'autres groupes qui ont changé de visage, changé parfois de nom. Mais les Jmaoui, ils sont restés eux-mêmes. Mais Benouch Bzaf, ils sont pas tout le temps omniprésents. Mais quand ils sont là, il y a du concret. Et franchement, on devrait enseigner leur parcours et leur ténacité dans le parcours. Chapeau les gars. Bravo. Et puis autre chose, le Tchangai personnalisé, il faut qu'on en parle. Il est magnifique. Il faut c'est qu'on en vrai. parle. Bah, en fait, ça représente un peu notre personnalité artistique et notre style de musique. Hybride, justement. Hybride, donc c'est un Shanghai jean, des manches de jean et un corps de Shanghai, pardon. Rock and roll. Et voilà. Et donc c'est un artiste qui s'appelle Ardouane Arbaïn. C'est un artiste qui a fait ça et qui nous a un peu habillés il y a 2-3 ans. Il nous a fait des tenues. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on pose souvent cette question sur la fusion, sur le métissage et tout ça. Et moi, je pense que les Algériens, on est métissés à la base, à l'origine. On est plusieurs cultures. On l'a dit, c'est millénaire. On a une culture, une civilisation millénaire. Ça date pas d'hier. Et moi, je pense que déjà notre musique, à la base, la preuve, notre musique populaire qui est le shabi, c'est un mélange de beaucoup de choses. Donc en fait, oui, donc on ressent pas l'effort. on ressent pas l'effort. Donc en fait, nous, je pense que notre création artistique, elle est d'emblée fusionnée et métissée. C'est la richesse de c'est la richesse et la diversité de notre patrimoine musical, architectural, cinématographique. Et c'est pour ça que cette hybridation aujourd'hui est devenue une école. Jmaoui Africa qui hybride la pop, la musique celtique, le shabi. Donc c'est devenu un art à part, et une école, et même un mouvement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je reprends ça parce que nous, on a été distribués en France. Et on nous met tout de suite dans le rayon musique du monde. Et nous, on n'aime pas trop ça, parce qu'en fait, pourquoi vous dites pas c'est musique algérienne? Musique algérienne, parce qu'on est algérien, on fait de la musique, donc pourquoi on est musique du monde noyée dans le monde? Moi j'ai la réponse, on appelle ça le racisme institutionnel. Rachid Taha, il s'en plaignait lui-même. Oui, en lui disant, le premier rocker arabe, il a dit français, pourquoi arabe? Je représente, il y a eu un grand débat Bien sûr. il y a quelques années sur ça. Et le racisme, en fait, je crois que... Et nous, justement, c'est-à-dire que le monde occidental veut vraiment compartimenter les choses. Et une musique, nous, on est un petit peu... on trouve pas un peu le... Même quand on parle de notre style, des fois, on nous reproche même notre éclectisme. Ouais. Et au début, on a été perçus comme d'un groupe, des artistes qui se recherchaient. Mais finalement, c'est notre identité. Donc, en fait, nous, on laisse la musique venir à nous. Est-ce que Kalimboura s'est déjà produit à l'étranger? Pas encore. Vous aimeriez certainement vous produire à l'étranger pour voir votre public, pour leur proposer ce que vous faites dans la musique pour shabi. exporter notre musique. Hein, donc, surtout avec la formation que je viens de former pour le spectacle Ould Ter. C'est tellement bien fait, c'est tellement recherché et étudié que voilà, c'est exportable, Inch'Allah. C'est vrai que ça sera un grand orchestre à exporter, mais c'est
exportable. Je pense que c'est un projet. Oui, le Gosto, ils l'ont fait, pourquoi pas pour nous. Peut-être oui, qu'en Algérie, nous manquons de tourneurs. C'est ça qui gêne quelquefois quelques groupes, quelques artistes. Parce que par exemple, en France, vous parliez tout à l'heure, vous avez un tourneur donc qui vous programme dans des festivals dans le monde. Et ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, par exemple, vous êtes programmé dans un festival. Automatiquement, si c'est une salle, c'est archi-comble. Si c'est en plein air, c'est archi-comble. Et on ne vient pas parce que le public n'est pas algérien. Le public est local, comme je dis à chaque fois. Il est du pays où vous vous produisez. Parce qu'ils viennent découvrir une musique ou un patrimoine qu'ils ne connaissent pas, par curiosité. Quand ça lui plaît, il l'adopte. Vous revenez une deuxième fois, il revient. Ce public revient. Donc, nous manquons de tourneurs. Pourquoi ? S'il y avait plus de tourneurs en Algérie, peut-être que Karim serait aussi programmé en Algérie, parce que même en Algérie, on n'est pas assez programmé. Et en Europe ou dans le monde, il faudrait que ça soit de la même manière. Et dans ce cas-là, oui, tu pourras aussi être programmé partout. Quand je suis, par exemple, en Allemagne, je suis partie à l'île de la Réunion, je suis partie en Espagne ou en Suisse, ailleurs, Amsterdam. Ce n'est pas des Algériens qui viennent. On est heureux quand quelques Algériens sont là et de temps en temps, là, c'est très bien. Mais c'est un public qui ne connaît pas cette musique, qui vient la découvrir. Et d'ailleurs, après, se dit « Waouh !» C'est une musique algérienne. Et bien sûr, on distribue la traduction de la poésie qu'on a chantée. Donc, on attire un public qui vient découvrir cette musique. Et les salles sont archi-combles. Il faudrait qu'on fasse la même chose avec les orchestres ou les chanteurs, interprètes qui sont en Algérie. On peut exporter cette musique, notre musique. Exporter sa musique, c'est ça. Parce qu'on peut, quand on va jouer pour la communauté algérienne, c'est pas réellement, on fait pas rayonner notre musique. C'est voilà. C'est acquis. Exactement. Très bien. Après, ça devient de la promotion. C'est ça. Alors, avant de terminer l'émission, nous allons rappeler les dates de nos chers invités qui sont parmi nous. Avant les dates, sachez, chers amis et téléspectateurs et téléspectatrices, que demain, on donnera le coup d'envoi du festival, du 14e festival de musique Chabi. Ça s'étalera jusqu'au 24, je pense, si je ne m'abuse. 23. Alors, à Alger, donc c'est jusqu'au 24. Allez-y pour apprécier les belles soirées de musique Chabi. Encore une fois, les dates de Badja Rahel, donc après-demain. Après-demain, Inch'Allah. 21 à la salle mars à la salle Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, pardon. Agriculture. Ok. Voilà. À partir de à 22h30. 22h30. Il ne faut pas dire à partir avec Badja Rahel. Karim Boras, votre concert aura lieu le 22 mars au TNA à partir de 21h30. Très bien. Et pour Djamar voilà, la salle Ibn Zaidoun aussi avec Agriculture et l'office Riyad al-Fath. Donc à la salle Ibn Zaidoun 22h30. Merci beaucoup Abdou Souri, Karim Boras et Badja Rahel d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup les amis. On se retrouvera demain, Inch'Allah, à partir de 22h sur L24 News. Et nous allons terminer notre belle émission, bien sûr, avec un autre morceau interprété par Karim Boras. Passez une bonne fin de soirée. Et Saha, où êtes-vous les amis? Saha, Saha Sahalkom. امشي يا رسول لدار الحبيب بحق العود يا لا عود المنى أني قل لهم قد طال المغيب وحال البعد يا لا البعد بيننا شملنا ونغنم معك راحتي ويا لالا وننكي العدا والحاسود يا لالا أشحال ما تطول
تطول غيبتي لابد المزار يا لا 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 مسرة تعود أشحال ما تطول غيبتي لابد المزار يا لا لا المسرة تعود قدم لكم هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. ريشارجي ايدون 4G ب 1200 دينار، دوبلي الفوليوم ديالك واستفاد من 80 جيجا انترنت. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني www.algeritelecom.dz. اتصالات الجزائر دائما أقرب.